présent. Donc, on a souhaité faire cette rencontre avec Antoine Louch qui travaille dans la certification d'œuvres d'art numérique. Et donc, c'est l'occasion pour vous de découvrir un peu comment se passe ce process de certification. Donc, Antoine va joyeusement faire partager ses expériences. Et demain, donc il va bien sûr aussi se présenter, et demain, vous aurez la chance de pouvoir, pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, pratiquer avec lui lors d'une journée de workshop, on va l'appeler comme ça. Voilà, merci Antoine d'être là ce soir. Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux. Et je me présente effectivement en deux mots succinctement. Moi j'ai plutôt un parcours école de commerce, j'ai fait un bac +5. Ensuite, j'ai travaillé pendant quasiment 10 ans dans le consulting, rien à voir dans le pharmaceutique notamment. Et ensuite, j'ai eu une expérience qui a été vraiment passionnante. On travaillait pendant 5 ans, où on était associé avec un ami et on était artiste. Donc en fait, on produisait des œuvres d'art. On a fait de la sculpture, on a fait de la performance, on a fait de la photo. Bref, on a touché un peu à tout, avec pas mal de succès pendant 3 ans. Et après, ça s'est un peu aussi. Donc le milieu de l'art, moi, c'est un milieu que je connais plutôt par la production, par vraiment vivre en tant qu'artiste, qu'on a fait pendant 5 ans, avec 3 belles années, comme je le disais, et 2 années plutôt chaotiques après. Et donc moi, c'est le moment où je suis parti et où j'ai voulu continuer à travailler dans le champ de l'art. Et j'ai passé d'ailleurs un master en artistique ici, à l'Université de 3. Et j'ai pensé que la société, l'entreprise, était un endroit où on passait énormément de temps, et où il était intéressant de pouvoir faire de la médiation, et donc de pouvoir parler du travail des artistes en entreprise. Et donc j'ai créé une nouvelle société dans ce sens-là, et puis une seconde que j'ai toujours actuellement, où l'idée c'est vraiment d'apporter de l'art en entreprise, de conseiller les entreprises et de les inciter à acheter des œuvres d'art. Donc on fait du conseil, on fait du financement, on fait de l'accrochage, on fait de la logistique, de la formation en contemporain. Et voilà, on les accompagne en fait dans un monde qui est assez opaque pour les chefs d'entreprise en général, qui est l'art contemporain. Donc on a un travail de vulgarisation. Et à côté de ça, j'ai d'autres activités, notamment une activité de conseil sur une partie plus technologique, justement, où j'ai notamment accompagné quelqu'un que je ferai intervenir demain, qui s'appelle Jürgen Saint-Bayonne, et qui a une entreprise qui s'appelle CISA. Donc CISA, ils font de la certification d'œuvres d'art en blockchain. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Mais voilà, donc sujet passionnant, donc moi je l'ai accompagné dans le développement de cette société. Et donc c'est un sujet sur lequel moi je me suis passionné, puisque c'est vraiment un sujet d'aujourd'hui, on est dedans. Sur comment certifier son œuvre d'art grâce à la blockchain. Et donc, c'est vraiment le sujet du jour, le NFT et la certification dans le champ de l'art. Et je commence par une petite question pour vous. Vous êtes donc tous potentiellement artistes plasticiens en devenir. Qu'est-ce qui, pour vous, protège finalement la production d'un artiste plasticien? Si quelqu'un veut se lancer, si quelqu'un a une idée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui protège un artiste de ses créations, et notamment un plasticien? Je vous donne la réponse, c'était simple, mais c'était effectivement le certificat d'authenticité. C'est le sujet du jour. Aujourd'hui, c'est la seule protection qu'on peut avoir pour son travail, c'est le certificat d'authenticité. J'ai une autre question qui est plus sur le sujet aujourd'hui. Qui dans la salle, juste à la main levée, qui dans la salle a des bitcoins? Investi en bitcoin. 3, 4 personnes. Et dans les NFT, est-ce que quelqu'un a des NFT ici? 3. Et tu n'as pas levé la main sur le bitcoin, potentiellement tu as des bitcoins. Quand tu n'as pas de bitcoin, tu les as utilisés que pour acheter des NFT. D'accord? Et donc il n'y a qu'une personne finalement ici. Super. C'est une bonne introduction, parce que finalement c'est vraiment le sujet. Tout le monde en parle aujourd'hui des NFT, des bitcoins. Le but aujourd'hui c'est vraiment de faire une introduction, de pouvoir mieux comprendre à la fois l'histoire de la certification d'œuvres d'art, et ensuite de comprendre aujourd'hui quels sont les nouveaux moyens technologiques pour certifier des œuvres d'art, et donc le NFT en est un. J'avais failli justement avec William, c'est vraiment changer le titre de la conférence, parce que le NFT dans le champ de l'art, pour moi il y a un côté un peu buzz, parce que le NFT c'est le mot du jour, c'est l'acronyme où on en parle, mais finalement la blockchain fait très bien le travail. Donc on aurait pu appeler la blockchain moyen de certifier ces œuvres d'art, le NFT n'étant qu'un prolongement ou une évolution de la blockchain. Donc la première partie, c'est une vraie histoire de la certification d'œuvres d'art. L'histoire du certificat d'authenticité, c'est assez bref dans le champ de l'art. On a d'abord eu, finalement, depuis l'Antiquité,
là, c'était tout simplement la confiance qui fonctionnait, c'était la parole. Donc, je te donne cette pièce, je te connais, tout était très local. On se déplaçait à pied ou à chevaux. Donc, en fait, c'était très simple de savoir l'origine d'une pièce, la traçabilité. Et donc, c'était surtout sur la confiance. Puis, on a eu l'écrit. Et donc, sur l'écrit, finalement, depuis l'époque romaine, on n'a pas beaucoup évolué sur le certificat d'authenticité, qui reste, qui était gravé dans la pierre il y a très longtemps, et qui est aujourd'hui, finalement, marqué sur un bout de papier. Donc, sur l'histoire, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Ce qui est intéressant, c'est que la notion de faux, finalement, c'est ce qui fait que le certificat d'authenticité a une vraie valeur aujourd'hui. C'est puisqu'il y a des faux sur le marché et des gens mal intentionnés qui essayent de reproduire. Les Romains eux-mêmes reproduisaient les statues grecques, et donc c'était quelque chose de l'Antiquité qui se faisait, puisqu'ils avaient bien compris qu'ils pouvaient vendre des statues grecques qui étaient des faux, en les faisant passer pour des vrais, puisqu'il n'y avait aucune vérification, et donc ils gagnaient de l'argent comme ça. C'est les premières traces de faux qu'on a, mais on n'avait pas trop de problème avec le pop, puisque à cette époque-là, on s'intéressait plus à l'œuvre qu'à l'artiste. Donc en fait, finalement, qui l'avait produite, ça avait assez peu d'importance. Et c'est qu'à partir de la Renaissance, où là, on a vraiment commencé à s'intéresser à l'auteur, et qu'on a vu l'apparition de beaucoup de faux. On a vu des faux sceaux, puisqu'en fait, les artistes, ils avaient plusieurs possibilités. Ils signaient, mais une signature, c'était assez facilement falsifiable. Et donc, en fait, on faisait des sceaux à la cire. Ça a été beaucoup utilisé, mais un sceau, ça pouvait aussi se falsifier. Puis, on a fait des scellés. Et puis, on a utilisé des papiers spécifiques. Chaque artiste utilisait des papiers spécifiques. Mais tout ça, finalement, ne répondait pas vraiment à la question, puisqu'il y avait toujours la possibilité de faire un faux, ou de voler le sceau original, le scellé. Et voilà, donc dans cette histoire-là, on a évolué vers après la puce électronique. Aujourd'hui, les œuvres d'art, on peut les équiper de puces électroniques ou de QR code. Mais on se rend bien compte aujourd'hui que à la fois comme la puce électronique et à force du QR code, qui est très facilement falsifiable, ne sont pas tout à fait sécurisants. Et voilà en gros sur l'histoire, la confiance puis l'écrit, on a essayé de sécuriser par des moyens matériels, sans vraiment y arriver. Et donc aujourd'hui dans l'usage, on se rend compte qu'aujourd'hui une œuvre d'art, le marché de l'art aujourd'hui se fait sur le premier marché, le marché de la galerie. C'est là aujourd'hui où l'œuvre d'art va sortir, les achats en direct d'artistes sont assez rares, mais dans tous les cas, il y a un décret, qui est le décret Marcus, qui est le décret 81-225 du 3 mars 1980, pour être précis. Et c'est ce décret qui a tout simplement encadré le certificat d'authenticité et imposé des normes aux artistes et aux vendeurs sur l'authentification de l'œuvre d'art. Donc aujourd'hui, ce décret dit tout simplement qu'il faut qu'il apparaisse sur le certificat d'authenticité le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, sa dimension, idéalement une photo, la technique et le support, la date de création, la signature et le tampon caché de l'artiste, et enfin la date de délivrance du certificat d'authenticité. Donc en fait, c'est cet ensemble de normes qui va donner à un certificat d'authenticité sa valeur et qui va prouver et qui va être opposable à un tiers pour dire la propriété m'appartient bien, j'ai ce certificat d'authenticité. Et donc ça c'est l'usage. Aujourd'hui dans l'usage, les galeries d'art donnent un certificat d'authenticité papier à l'acheteur. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et le marché fonctionne comme ça depuis très longtemps, et c'est encore aujourd'hui comme ça que ça fonctionne. Je faisais les allées d'Art Paris, qui est une foire d'art contemporain à Paris, il y a 15 jours. J'ai demandé à quelques grands galéristes comment ils aujourd'hui, à l'ère du NFT, où on est vraiment dans une hype, comme ici, sur ce marché-là, personne aujourd'hui n'utilise autre chose que le papier, qui est toujours la norme. Le papier, en deux mots, c'est quand même assez simple aujourd'hui. On a des cas, je n'ai pas ramené beaucoup de cas de jurisprudence, mais on a des cas qui sont assez dingues. Peter Lloyd, qui a, un artiste extrêmement connu, qui a refusé la paternité d'une de ses toiles, donc ça fait un cas, c'est-à-dire qu'un acheteur dit c'est Peter Lloyd qui l'a vendu, j'ai le certificat, et finalement Peter Lloyd lui-même dit le certificat est faux, la toile est fausse. Donc ça c'est des cas sur le marché et qui sont énormes. Je vais en d'autres, je ne vais pas tous les donner ce soir, mais il y a des cas qui ont fait qu'aujourd'hui il y a des gens sur un marché qui est colossal, le marché contemporain, qui se sont posé la question qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme possibilité d'authentifier une œuvre d'art et de donner la certitude à l'acheteur qu'il a bien en face de lui l'œuvre d'art unique, ou l'édition, en tout cas l'œuvre d'art qu'il est censé acheter. Voilà, et donc dernier point qui est très important, c'est la traçabilité.
puisqu'en fait, un certificat papier ne va pas donner de provenance et de traçabilité. Et aujourd'hui, là, je vais vous passer une petite vidéo très courte de 5 minutes, qui est très drôle, qui est passionnante, qui va répondre à pas mal de points qu'on vient d'évoquer sur justement le risque qui existe sur l'œuvre d'art. Donc je vais vous laisser la regarder et on va en discuter si vous avez des réactions juste après. Miro, j'aime beaucoup, Chagall, Dubuffet, Max Ernst et surtout des œuvres inventées dans l'esprit de l'artiste. C'est-à-dire qu'on prend une période typique de l'artiste et entre ses œuvres préliminaires et l'œuvre définitive, on en fabrique d'autres. La technique, c'est pas grand-chose, c'est l'esprit qui est difficile à comprendre. Tout ce qu'on peut visionner, voir, lire, nous apprend des choses. On voit l'artiste travailler, par exemple, on étudie ses mouvements, on étudie tout, quoi. Il faut travailler de la même manière que lui. Et après, c'est donner la technique. Pour un crayon, c'est automatique, c'est comme une imprimante. La première fois que j'ai fait, c'était un petit dessin du fiche sur papier. Je regardais ça, je me dis, tiens, pourquoi pas faire ça? J'ai fait du papier, un crayon, juste la ligne de plan. Et puis j'ai exécuté, j'ai trompé l'orienté, j'ai fait pisser jauni et j'ai vendu. J'avais de gros besoins d'argent, donc voilà. Je me dis, tiens, ça va être une sauce peut-être. Et puis voilà, c'est passé ensuite à Miro, Chagall, Lautrec, Cocteau, Dubuffet, plein de gens, et César aussi. Bah, les experts sont experts, mais bien sûr, mais bon, ils ont leur faille aussi, parce qu'on ne se fie pas à la signature, mais à la qualité du trait. L'expert, il ne juge pas comme ça. C'est ce qui se dégage de l'œuvre. Tout de suite, on est marqué ou on n'est pas marqué. Ça parle, mais marchand, c'est marchand, hein, c'est business. Quoi. Ils ne sont pas toujours spécialistes. La cupidité, c'est ce qui fait que là-dessus qu'on joue. Qui va nous reprocher quoi? À part l'artiste lui-même. Et s'il est décédé, il ne reprochera rien. Non, je crois que j'ai des œuvres volées. Ça y en a partout chez moi. Par terre, sur les tables, en train de sécher, en train de... Et je vais écouter. En faire simple, c'est moi qui les ai fait. On est beaucoup éprouvé. C'est pas vrai, mais je m'en papier un stylo là. Il me montre un dessin. Et puis j'ai tracé, et ah bon, voyez mon cru. César, je faisais une photographie pour lui. Et donc, je voyais dans les vernissages, etc. Donc voilà. J'aime bien ces façons de dessiner. Les centaures, les poules, les autoportraits, enfin, toutes sortes de choses. Et donc, j'en ai fabriqué. Il n'avait qu'un seul marchand, qui est la Galerie Ferrero à Nice. Un jour, je reprends un antiquaire qui va à la Galerie Ferrero, qui revend des César à Ferrero. Et César arrive dans la galerie, il te regarde, il dit, mais c'est pas vrai, ici, ça. Et il se trouve que nous avions un même avocat, César, non. Et je reçois un coup de fil sur mon cellulaire. C'est mon avocat qui m'appelle, il dit, j'ai César en face de moi. Il devrait pas arrêter de faire des faux dessins parce que ça risque de faire chuter sa cote. Voilà, donc j'ai arrêté. Oui, j'ai presque arrêté, oui. Mais j'ai stocké, mais j'ai pas revendu. J'ai eu 3 fois d'accumulé sur ces prix de 2,5. Ben, je peignais en prison, je peignais pour le curé, je peignais pour celui que je trouvais sympa, pour aimer sa cellule, quoi. Ainsi que les directeurs, les surveillants, tout le monde en voulait, quoi. Donc, moi, j'avais tout ce qu'il faut pour prendre, bien sûr. Ça occupe, c'est sympa. Toutes les parties, je n'ai plus un seul faux chez moi. Il reste des faux en circulation, dans les galeries partout, à Bâle, à Genève, à New York, partout. Je vais dans une galerie à Antibes. Je vois une œuvre que j'ai faite d'un expressionniste allemand, Kirchner, une gouache. Je rentre dans la galerie. Je lui dis combien Kirchner, il vient ça compris, c'est astronomique. Il dit, vous avez un certificat. Il dit, non, mais la provenance est excellente. Il y a une traçabilité entre Kirchner et moi qui est indiscutable, etc. J'ai vu tous les documents, il avait fait que les faux. C'est moi qui l'avais fait, j'avais dû le vendre 6 mois avant à un petit bonhomme qui l'avait vendu à un gros marchand. Et c'était très drôle, j'ai halluciné. J'ai fait une œuvre pour un copain, puis il dit que je la vends pas. Mais non, pour les problèmes. Moi, je rappelle que la fiac était là à peine sèche, je vois le prix. Il me dit, mais c'est moi qui l'ai fait cette œuvre. Je l'appelle, je lui dis, sous ma gueule. Tu as revendu l'œuvre? Ah bah oui, j'ai besoin d'argent.
C'est la chose qui est passée. Je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à ça. Si vous l'avez déjà vu, déjà. Moi, je trouve ça assez fascinant parce qu'on se rend compte à la fois qu'il y a beaucoup d'étapes dans le marché de l'art où il peut y avoir des personnes malveillantes qui essayent de finalement gagner de l'argent sur défaut. Son cas, il est exceptionnel. C'est quelqu'un qui était très très talentueux, un artiste qui aurait pu, il l'a fait après, qui aurait pu s'exprimer en tant qu'artiste, mais qui finalement a voulu faire à la manière d'eux, à la façon d'eux, et qui s'est avéré être un fausseur excellent, qui a effectivement produit des pièces, qui en a produit énormément. Il le dit lui-même, il y en a encore beaucoup sur le marché. Et ça repose la question du certificat d'authenticité, puisqu'en fait, ce simple bout de papier, on se rend bien compte que le marchand d'art dont il parle, il a tout intérêt à falsifier ce certificat d'authenticité, et que dans toute la chaîne, il y a toujours quelqu'un dans la chaîne qui va avoir un intérêt économique ou autre à pouvoir faire du faux. Donc avant d'en venir au NFT, justement à cette solution que vont pouvoir apporter les NFT, est-ce que vous savez qui est en capacité de fournir ou de produire un certificat d'authenticité? Donc en fait, bien évidemment, il y a l'artiste, mais en fait, il y a ses ayants droit, il y a son marchand, donc les galeries, il y a les experts qui sont capables de produire des certificats d'authenticité, et je crois que j'en oublie pas, les commissaires-priseurs aussi, les héritiers. Donc en fait, il y a plein de personnes qui sont en capacité de produire le document officiel d'une œuvre d'art, puisque le certificat, c'est vraiment le passeport, la pièce d'identité de cette œuvre d'art, et qui est normalement particulièrement unique. Donc une fois qu'on a vu toutes ces arnaques ou toutes ces limites, on se rend compte aujourd'hui que sur le marché, il y a une technologie qui permet de passer outre ces fraudes, c'est la blockchain. Donc la blockchain, en deux mots, je ne vais pas vous la faire longue, mais la blockchain c'est comme une grande encyclopédie où on va pouvoir inscrire et graver de manière parfaitement inattaquable, graver dans cette grande encyclopédie des données qui vont pouvoir être consultables, qui sont vérifiées avant d'être inscrites, et tout le monde va pouvoir relire ces données, et on ne pourra jamais les effacer. Donc en fait c'est une grande encyclopédie publique dans laquelle on peut lire et relire les informations qui ont été écrites. Ça donne, je ne rentre pas sur la technologie, je pense que c'est vraiment pas le sujet du jour. Une des utilisations majeures de la blockchain, c'est effectivement le Bitcoin, puisqu'en fait, il a permis de résoudre ce qu'on appelle la double dépense, ce que ne pouvaient faire que les banques, donc un organisme centralisé. La blockchain réussissait à le faire. Donc l'intérêt de la blockchain, c'est effectivement la décentralisation, la sécurité, et en gros, ce sont vraiment les deux principaux avantages de la blockchain. Décentralisation, c'est d'avoir plein de personnes qui vont valider les informations pour confirmer qu'elles soient exactes. Et ça permet effectivement de se passer d'organismes tiers, donc d'États, de banques, de grandes sociétés, et donc de pouvoir redonner le pouvoir finalement aux individus. Je reviendrai sur les sujets de gouvernance ensuite. Et donc voilà, la blockchain, première utilisation, c'est le Bitcoin. Ça permet d'écrire dans ce grand livre des choses qu'on ne peut pas effacer. Et donc on se rend compte qu'une utilisation pour l'art, ça fonctionnerait, puisqu'on peut prouver et écrire dans le marbre qu'on peut générer un certificat d'authenticité dans la blockchain et dire que ce certificat est attaché à une œuvre, avec tout le pédigré de l'œuvre, toute la traçabilité. Ça, on peut l'écrire dans la blockchain. Donc c'était déjà une évolution géniale. Il y a des grosses sociétés qui se sont mises sur le sujet, des sociétés comme Vénessa, Codex Protocol, qui sont des sociétés qui ont travaillé uniquement sur la blockchain. Donc là, on n'est pas encore dans la NFT, on est vraiment que sur la blockchain, avec une technologie qui est suffisante pour apporter finalement ce qui est essentiel, c'est la traçabilité. Puisqu'en fait, dans la blockchain, on va pouvoir écrire Luc a acheté l'œuvre, donc Luc a produit l'œuvre, il est l'artiste, il produit un certificat qui va transmettre dans le wallet de X. X en est propriétaire de telle date, telle date, et on va pouvoir refaire toute la traçabilité de l'œuvre d'art grâce à la blockchain. Donc c'est déjà phénoménal.
Et alors, grâce à ça, grâce à la blockchain, il y a eu une évolution que sont les NFT. Donc NFT, déjà sur l'acronyme, c'est Non-Fungible Token. Je ne sais pas si vous avez entendu le sujet, mais en gros, dans la blockchain, on va produire ce qu'on appelle un token. Un token étant un jeton. Un jeton, il est ce qu'on appelle fongible. C'est-à-dire que la fongibilité, je vous relis la définition du CNRTL, mais en gros, la fongibilité, c'est comme l'or ou l'euro. C'est-à-dire que si je vous donne un euro, vous allez pouvoir me rendre un euro, ce ne sera pas le même euro, mais ce sera résolu, ce sera la même fonction. L'or, c'est pareil, si vous voulez un gramme d'or, je vais vous donner un gramme d'or. Si je vous demande de me restituer un gramme d'or, vous allez me restituer un gramme d'or, ce ne sera pas forcément le même. Pour les euros, c'est pareil, ça fonctionne. La non-fongibilité, c'est-à-dire que ce que vous allez me donner est non fongible, donc il ne peut pas être remplacé par quoi que ce soit d'autre. Ça veut dire que sur un euro, par exemple, vous ayez fait une gravure sur l'euro, le jour où vous me demandez de rendre l'euro, finalement, c'est pas un euro que vous voulez, c'est l'euro que vous avez gravé. Ça, c'est non fongible. Donc, je ne sais pas si je suis clair sur la non-fongibilité, donc c'est vraiment qu'on ne peut pas remplacer une valeur ou un bien par une autre. Je vous donne quand même la définition du dictionnaire, parce qu'elle a le mérite d'être peut-être plus claire que moi. La fongibilité, c'est donc une chose, un bien, qui peut être consommé par l'usage et remplacé par une autre de même nature. Je ne sais pas si c'est plus clair, mais en tout cas, c'est effectivement la même chose. On peut donc remplacer un euro par un euro. On ne va pas pouvoir remplacer quelque chose de non fongible. Donc, l'exemple de 7 euros gravé, c'est exactement ça. Et donc, la non-fongibilité, c'est quelque chose d'essentiel pour l'art, puisqu'en fait, on va pouvoir dire ce certificat d'authenticité qui est transcrit dans l'encyclopédie, ce certificat d'authenticité, c'est celui-là que je veux quand je vais vendre. Donc, à la fin, vous allez pouvoir dire j'ai la propriété, vous allez pouvoir donner toute la timeline, toute la vie de l'œuvre, l'endroit où elle est écrite, et vous allez pouvoir dire à la revente, ce que je souhaite, c'est de prouver l'authenticité et de me donner exactement le même jeton qui a été sorti par l'artiste. Et donc ça, c'est une vraie révolution pour les NFT, puisque ça permet aux artistes de défendre leurs droits, et c'est le sujet du jour, c'est aux auteurs en général, parce qu'on parle ici d'art plastique, mais ça marche pour la musique, ça marche pour la vidéo, donc ça permet aux auteurs de prouver la paternité d'une œuvre et de pouvoir la suivre dans le temps. En parlant de suite aussi, il y a un droit en France qui est assez peu connu sur l'art, qu'on appelle le droit de suite. C'est normalement une œuvre d'art qui est vendue à un premier particulier sur le marché, sur le premier marché, lorsqu'elle est vendue sur le second marché à un autre particulier, peu importe une entreprise. Normalement, l'artiste est censé toucher ce qu'on appelle le droit de suite. C'est un petit pourcentage de la valeur, et ça, c'est quasiment jamais appliqué. Et en fait, le NFT ou le Bitcoin ou la blockchain va permettre de faire appliquer les droits de suite. Et donc c'est aussi une évolution qui est assez intéressante pour les artistes, puisqu'elle va pouvoir protéger leurs droits dans le temps. Donc sur le NFT et la blockchain, il y a plusieurs caractéristiques qui sont clés. Il y a notamment le fait que les données sont irrépudiables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nier leur existence. Elles existent, elles sont écrites, elles sont à un endroit qui est sécurisé, et elles sont infalsifiables. Donc irrépudiabilité, infalsifiable, opposabilité, c'est-à-dire qu'à tout moment je peux dire je suis le propriétaire de cette œuvre d'art et en voici la preuve. Il y a aussi des nouvelles technologies aujourd'hui comme le ZKP, le Zero Knowledge Proof, qui permet de dire je suis le propriétaire de cette œuvre d'art, mais je ne dévoile pas mon identité. Et ça, c'est fantastique et c'est fabuleux, c'est vraiment ce que permet la technologie aujourd'hui. C'est de dire en gros, je peux très bien prouver, sans te dire qui je suis, que je suis bien le propriétaire. Les applications sont géniales, parce que c'est aussi le marché de l'art, c'est quand même quelque chose qui est souvent assez discret, assez secret, et donc ça permet des applications qui sont sans fin. Et enfin, je l'ai déjà dit, c'est la traçabilité, c'est le pédigré, et quand on écoute le fameux Eric qui a fait ça, la traçabilité, c'est tout en fait, dans une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'une œuvre d'art, pour donner vraiment sa valeur, ça va être son histoire, ça va être bien entendu l'auteur, ça, il n'y a pas de doute, mais quand on a l'auteur et on a toute l'histoire, on va vraiment donner de la valeur à l'œuvre d'art. Et donc aujourd'hui, la traçabilité sur les NFT, elle va permettre à un futur acheteur de pouvoir savoir toutes les personnes qui ont possédé l'œuvre, peut-être qu'il n'y en aura qu'une, elle l'achète directement, mais en tout cas ça permet de donner toute les pédigré et toute la vie de l'œuvre d'art, et ça c'est une valeur énorme. Et je voulais faire aussi une petite parenthèse, on est déjà passé là, je voulais faire aussi une petite parenthèse sur le NFT, sur le digital et le physique. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits aujourd'hui. Un NFT, donc le nom
non-fungible token, qui permet d'authentifier une œuvre digitale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement, l'utilisation ne se fait que dans le digital. On est uniquement dans le monde virtuel, il n'y a aucune application physique dans le monde physique. Sauf qu'aujourd'hui, le monde de l'art, je ne sais plus que tu représentes les NFT, mais je crois que c'est même pas 2% aujourd'hui du monde de l'art. Donc en gros, tout se fait aujourd'hui encore dans le physique. Et donc il y a plein de galeries, d'artistes qui ont voulu utiliser le digital pour apporter une preuve physique de l'authenticité sur l'œuvre d'art physique. Pardon, je recommence. Il y a plein d'artistes qui souhaitent, grâce au NFT, donner une preuve et contrer tous les problèmes qu'on a vus sur le certificat papier, le donner sur une œuvre physique grâce à un NFT. Et en fait, là, on comprend bien que le marché aujourd'hui n'est pas tout à fait mature, ou en tout cas, tout le monde ne comprend pas vraiment l'implication du NFT, puisqu'en fait, le NFT est censé protéger uniquement un actif physique qui va être stocké à un endroit. On va simplement avoir la preuve de la propriété, c'est une preuve de propriété, un NFT. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer de faire passer le monde virtuel au monde physique. Ça, c'est quelque chose qu'on verra demain. Pour ceux qui seront là, donc demain, il y a Jürgen Saint-Bayol, qui est donc le fondateur de CISA, cette société de certification d'œuvres d'art en blockchain, qui viendra discuter notamment un peu technologie, parce qu'il a une façon de vulgariser qui est passionnante. Et lui, son travail, justement, c'est de faire des certificats d'authenticité infalsifiables et réguliers qui répondent à toutes ces questions-là. Et en fait, il reste confronté à une équation qu'il a du mal à résoudre, c'est effectivement de passer dans le physique. Et donc, il y a d'autres sociétés qui travaillent sur ce sujet-là. Une société lyonnaise qui s'appelle Senzu, notamment, qui veut faire une alliance entre le physique et le digital, notamment grâce à du QR code. Du QR code qui serait intégré dans le NFT et qui permettrait de prouver à tout instant que le physique et le digital se rejoignent bien et que je suis bien en présence de l'œuvre d'art qu'on m'a désigné. Il y a une autre grosse boîte aux US qui travaille sur des petites bulles, comme les petites bulles qu'on claque, et qui permettrait, avec des patterns en fait, qui mettraient à l'arrière du tableau, qui permettraient d'être certain qu'on est en face de l'œuvre physiquement, qui est notée, encore une fois, sur les NFT. Parce qu'il faut comprendre aussi que dans un NFT, on peut écrire ce qu'on veut. On peut écrire c'est ce qu'on appelle les smart contracts. Dans les smart contracts, on va pouvoir écrire tout un tas de protocoles qui vont s'appliquer. Et donc on peut très bien dire, faire des références au monde physique, on peut faire des références qu'on peut intégrer dans les NFT, dans ce code-là, on peut intégrer en tout cas des références au monde physique qui pourront permettre de les rapprocher. Mais c'est encore ce dont je vous parle, c'est une société qui a 4 mois et demi, bref, c'est quelque chose qui est très récent, le marché de l'art, encore une fois, n'est pas vraiment en train de suivre ces tendances-là, puisqu'elles sont tellement mineures sur le marché qu'elles ne s'y intéressent pas tout à fait. Et dans les usages, c'est pareil, les galeries des artistes, aujourd'hui, ce que je vous disais, personne n'utilise, en tout cas dans le monde des galeries parisiennes, ils continuent à faire le business comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on fait du certificat d'authenticité papier, voire même parfois simplement la facture fait foi, alors qu'on sait que les faux existent et que le marché est toujours en train d'être attaqué. Voilà, donc ça c'était les principaux avantages du NFT, c'est vraiment de pouvoir résoudre ce problème d'authenticité, de donner la provenance et la traçabilité. Maintenant, il y a des limites aussi, forcément. Il y a une limite qu'on évoquait qui est l'écologie, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. On dit que les NFT sont particulièrement gourmandes en électricité, et c'est vrai, à l'époque ils étaient particulièrement, surtout minés en Chine. Les mineurs, je ne sais pas si je le connais, mais les mineurs ce sont ceux finalement qui écrivent dans l'encyclopédie. Et donc ces mineurs, c'est souvent, c'est ce qu'on appelle le proof of work, c'est-à-dire que c'est vraiment le travail, et donc c'est des équations mathématiques qui sont très complexes, et donc qui demandent énormément d'énergie pour être résolues. Et donc souvent, ces mineurs, 60% en Chine, et donc l'électricité majeure, ce qui permet de produire de l'électricité en Chine, c'est le charbon, et donc ça fait des industries qui sont particulièrement chaotiques pour l'écologie. Donc il y a d'autres solutions que la blockchain est en train d'essayer de résoudre pour que ça soit moins énergivore, pour en tout cas l'écologie soit dans le sujet. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont en train d'être résolues aujourd'hui, en travaillant différemment la façon dont les équations vont être résolues.
Mais en tout cas, c'est une vraie limite aujourd'hui parce que quand on a vraiment parlé d'écologie, on sait que les artistes eux-mêmes sont très sensibles à ce sujet-là, et donc personne ne va vouloir authentifier ses œuvres si c'est pour faire du mal à la planète ou pour que écologiquement ce soit pas propre. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement un enjeu aujourd'hui pour que les NFT, pour que la blockchain puisse continuer à survivre et à se développer. Enfin, il y a la compréhension aussi du sujet, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est assez hermétique, qui est très technologique. Donc aujourd'hui, personne ne se met vraiment sur ce marché parce qu'il est pour l'instant très difficile à comprendre, à la fois côté artiste et à la fois côté galerie et acheteur. Dans l'intervention de demain, Jürgen va nous parler effectivement plus de la partie technique et de ce qu'il développe lui en termes de société, donc toujours sur le certificat d'authenticité en blockchain. Mais après, dans l'après-midi, on va surtout aller sur, mettre les mains dans l'ordinateur et sortir un NFT sur une œuvre. Donc là, si vous avez une œuvre digitale que vous avez envie de certifier, on va pouvoir assez facilement certifier l'œuvre d'art. Dès demain après-midi, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui très facilement. On va créer un wallet, on va créer un NFT, on va mettre ce NFT dans le wallet et on pourra même essayer de le mettre sur le marché si on veut. C'est quelque chose qui prendra une petite après-midi. Mais vous verrez que c'est assez simple, alors qu'aujourd'hui ça paraît assez hermétique. Mais finalement, quand on s'intéresse vraiment au sujet, c'est pas si compliqué que ça. Et il y a une autre limite au NFT, je la fais d'une manière assez brève, parce que c'est très complexe, ce qu'on appelle le trilemme de la blockchain. Donc le trilemme de la blockchain, c'est Vitalik Buterin, qui est le fondateur d'Ethereum, qui a parlé de ça. Ce trilemme, c'est simplement, il y a trois choses qui reposent sur la blockchain, c'est la scalabilité, la sécurité et la décentralisation. Je vous parlais tout à l'heure de décentralisation et de sécurité. La scalabilité, c'est simple, c'est simplement pouvoir monter en charge dès qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs. Donc en gros, aujourd'hui, il y a très peu de monde qui utilise la NFT ou la blockchain. Dès qu'on va être de plus en plus nombreux, c'est important que le système puisse suivre et continuer à opérer en montant en charge. Et en fait, Vitalik Buterin explique que le trilemme de la blockchain, c'est qu'en fait, c'est un triangle, donc on a sécurité, scalabilité, décentralisation, et en fait, dès qu'on va vouloir aller vers un des pics du triangle, en fait, on va s'éloigner forcément d'une des autres facettes. Donc si on va vers la décentralisation, on va avoir moins de sécurité. Si on va vers beaucoup plus de sécurité, on va finalement être moins scalable, parce qu'on va pouvoir pas faire des montées en charge à chaque fois qu'on va avoir de plus en plus d'utilisateurs, on va tellement avoir de protocoles qu'on ne va pas pouvoir monter en charge. Et donc ce trilemme-là, c'est un vrai problème pour les NFT, puisqu'en gros, aujourd'hui, il n'y a pas une réponse absolue. Il y a des pistes, il y a un nouveau qui s'appelle Solana, qui potentiellement est une blockchain de 4e génération qui pourrait résoudre ce trilemme-là, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Ou en tout cas, ils n'ont pas encore tout à fait prouvé une des pointes qui est la scalabilité, puisqu'ils ont été attaqués, là, il y a une semaine ou il y a 15 jours, et je crois qu'ils ont été attaqués à 50 000 opérations par seconde, quand on sait que des gens comme Visa ne peuvent traiter que 5 000 opérations, ne peuvent au maximum que faire 5 000 opérations par seconde. Donc en fait, ils ont été attaqués 10 fois plus que les entreprises comme Visa, qui sont déjà utilisées largement dans le monde, et donc forcément, ils ont réussi à craquer un peu la solidité de Solana, mais aujourd'hui, c'est des projets qui sont extrêmement prometteurs, parce qu'ils vont résoudre ce trilemme, et donc pouvoir être à la fois décentralisé, c'est-à-dire qu'on peut avoir énormément d'individus sur ce système-là, avoir de la sécurité, et pouvoir toujours accueillir de nouvelles opérations. Et dernier point, c'est effectivement la gouvernance. Donc ça, c'est un sujet passionnant, parce que la blockchain permet ça, la gouvernance. Je pense que dans des décennies, on fera de la politique aussi sur la blockchain, parce que la gouvernance, c'est un peu l'essence de cette blockchain-là, c'est-à-dire qu'en fait, les pouvoirs sont décentralisés, on n'a plus besoin d'État, plus besoin de banques pour fonctionner, et donc dans la gouvernance, il y a un potentiel qui est gigantesque. Mais c'est aussi une limite pour ce sujet-là, parce qu'on a ce qu'on appelle des fourchettes, c'est des hard forks, donc c'est vraiment une séparation dans un même groupe. En l'occurrence, par exemple, Ethereum, ils ont été attaqués, ils ont été piratés. C'est une fuite de 50 millions de dollars, donc c'est quand même pas rien, même si la capitalisation est énorme. Et donc, en fait, à l'intérieur du groupe, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On a eu 50 millions de dollars de volatilisés, est-ce qu'on continue comme ça, ou en fait, on est presque obligé de faire une boutique. Et donc, il y a eu à l'intérieur d'Ethereum des gens qui étaient pour et des gens qui étaient contre. Et donc, ils ont créé une seconde version d'Ethereum
pour ceux qui ne voulaient pas suivre l'idée de ne pas écrire dans le livre blanc les 50 millions. Donc ils ont créé une autre fourchette pour cela, et il y en a d'autres qui ont dit on continue comme ça, peu importe, et on oublie ce passage-là. Et donc ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres de gouvernance et problèmes que peuvent poser la gouvernance, c'est-à-dire qu'à un moment, une monnaie ou une blockchain pourrait s'effondrer, tout simplement pour des problèmes politiques, entre guillemets, et de gouvernance. Dernier point, sur un marché comme l'art, en fait, pourquoi c'est si important d'avoir, et pourquoi c'est un vrai enjeu sur le marché de l'art, c'est tout simplement pour la confiance, puisqu'on sait qu'un marché où il y a de la confiance, il va y avoir de la croissance, donc il va y avoir du monde. Donc aujourd'hui, le marché de l'art, c'est un marché qui a des problèmes de confiance, pour les problèmes qu'on a évoqués, les histoires de faux, dans la presse on entend les histoires de faux, ou les histoires d'œuvres vendues très très chères, et finalement on sait que 90% du marché des transactions se fait en dessous de 15 000 euros. Donc en fait, le gros des transactions aujourd'hui sur ce marché-là, c'est plutôt c'est pas des millionnaires ou des milliardaires qui peuvent le faire, donc c'est plutôt d'inciter la majorité des gens à investir dans le marché de l'art, et pour qu'ils investissent, il faut qu'il y ait de la confiance. Voilà, j'ai été très très vite. Je ne sais pas si vous avez des questions en particulier, si j'ai été clair, si vous avez des questions vous-même que vous aviez avant de venir. Oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce livre où tout est gravé éternellement? Comment ça fonctionne, si c'est possible? 2 secondes. Oui. Donc la blockchain, en fait, c'est pour simplifier, effectivement, c'est-à-dire qu'on va écrire des opérations. On peut imaginer un grand tableau Excel sur lequel on va écrire des opérations. Et donc, toutes les opérations qui sont décrites sur ce livre-là, à un moment, on va les sceller et on va les vérifier. Une fois qu'elles sont vérifiées et validées, ça va constituer un bloc. Et donc la blockchain, c'est la chaîne de blocs, c'est une succession de petits blocs comme ça, dans lesquels les informations ont été écrites, validées, et qu'on a inscrits sur les livres. Donc je ne sais pas si c'était au centre de ta question. Si c'est de manière très technique, c'est des lignes de code, je ne sais pas si c'est une question que je pose, mais effectivement, ce sont des lignes de code qui sont écrites, qui répondent et qui répondent à des questions, qui donnent des faits. Ces faits-là sont vérifiés, sont validés et sont inscrits à ce moment-là par la blockchain. Si je viens à modifier une ligne de code, c'est pas ça. Si vous voulez piquer une ligne de code, donc je veux falsifier quelque chose dans ce livre. Je viens de modifier une ligne de code quand c'est vérifié, quand on sait que c'est modifié. Alors ben justement, c'est ça c'est la décentralisation, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va venir écrire une ligne de code, pour que l'équation soit bonne, il faut qu'elle soit validée par une communauté. Et donc en fait, on a ce qu'on appelle des récompenses pour les personnes qui sont les mineurs. Les mineurs, ce sont ceux qui valident les informations à l'intérieur de la blockchain. Et donc les mineurs ont des récompenses pour valider ces informations-là. Et donc quand il y a une information qui est fausse, finalement, elle ne va pas être validée par le mineur. Donc en fait, elle ne va pas donner la réponse à l'équation sera fausse, donc on sait qu'il y a. Donc, merci. Donc en fait, il est annulé. En fait, il faut imaginer comme si tu as une inscription sur une feuille de papier, cette feuille de papier, tu la donnes à 5 personnes. Les 5 personnes doivent vérifier que c'est bien la même écriture. Il y en a une qui va à un moment donné prendre la feuille de papier, elle va peut-être la froisser, peut-être mettre une goutte dessus, donc on va estimer que cette personne-là, on va l'éjecter. Donc elle ne va pas pouvoir la vérifier, et donc à partir de là, si on s'aperçoit qu'il y a un taux d'erreur important, que elle non plus te dit, ben non, on va les comparer, c'est plus pareil, et bien là, on va dire, on n'écrit pas cette information dans ce livre. Et une fois qu'on est tous d'accord, les 5, et ben, ils vont sceller cette information, et on va venir la rajouter dans ce fameux livre de la blockchain, cet annuaire des transactions qu'on appelle, qui est consultable, qui est gratuit, alors c'est plein de chiffres, c'est plein d'identifiants, et une fois que c'est scellé à l'intérieur, on ne peut plus intervenir dessus. Et il faut savoir que cet annuaire-là est redispatché systématiquement dès que tu te connectes, c'est redispatché et tu as accès à cet annuaire. Et c'est très, très numérique, très technique cette partie-là. Il y a des tutoriels sur Internet, visibles, visuellement, qui sont très bien faits pour comprendre ce que c'est que les transactions sur la blockchain. J'avais failli d'ailleurs en passer une vidéo effectivement qui vulgarise un peu ce sujet-là qui est complexe, hein, faut se l'imaginer. Mais comme je me dis que ce n'était pas tout à fait le sujet, je ne l'ai pas fait. Mais c'est un sujet très technique sur le fond, en fait, c'est vraiment
des opérations, des 0 et des 1, c'est du code binaire, hein, c'est comme ça que l'informatique fonctionne, et qui sont écrites et qui sont, comme vous l'avez bien expliqué. C'est même ce qu'on appelle du hachage d'informations. C'est comme aujourd'hui, quand tu fais un fichier, que tu veux le crypter, on peut crypter l'information, on vient le hacher, donc on vient faire un algorithme dessus. Cet algorithme-là va générer une clé. Si tu n'as pas la bonne clé, ça veut dire que ton fichier est falsifié. Bon, bah là, c'est une version beaucoup plus améliorée. Mais heureusement, il y a plein de plateformes qui existent justement pour faciliter, et ce sont tout simplement des interfaces où vous créez un NFT, vous appuyez sur un bouton, vous renseignez ce qu'on s'est dit là, ce qu'on renseigne normalement sur un certificat d'identité classique. Vous allez pouvoir renseigner, vous allez devoir prouver votre identité, puisqu'en fait, dans la blockchain, il y a beaucoup de questions sur l'identité. Je vous parlais du Zero Knowledge Proof tout à l'heure, où on peut dire j'ai ces informations sans dévoiler mon identité, mais parce qu'en fait, à la base, les États centralisés, une banque, elle sait très bien qui vous êtes, elle sait où vous habitez, vous devez prouver votre identité à chaque fois. Et donc, bien souvent, pour rentrer dans la blockchain une première fois, vous allez devoir, une fois pour toutes, prouver qui vous êtes. Pour pouvoir ensuite faire des opérations, pour pouvoir ensuite. Mais cette question d'identité, dès le début, elle est primordiale, puisqu'en fait, il y a eu cas, là, on a encore eu un cas où il y a un faux Banksy qui a réussi à avoir un NFT sous le nom de Banksy, en se faisant passer pour Banksy. Et voilà, il a réussi, parce qu'il y avait une faille, et c'est encore un endroit où il y a encore des failles. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour les éviter, mais il y a encore des failles sur ce système. Il ne faut pas oublier que c'est très récent à l'échelle. Hein. On imagine, voilà, réellement, là, si on parle que des NFT ou de la blockchain c'est quoi, 2008, ouais. Voilà, donc c'est très récent que ce outil existe. Alors pareil, il y a l'historique qui existe, mais les NFT, c'est moins de 4 ans, quoi. C'est ça, hein. NFT, le premier, ouais, je crois que c'est même. Je crois que c'est 2018 ou quoi. Mais c'est comme la question de savoir est-ce qu'on peut faire un billet ou est-ce qu'on l'utilise. Voilà, c'est un peu cette conférence, c'était quels sont les services que ça peut proposer derrière. Après, savoir comment il fait un billet, on s'en fiche un peu, mais par contre, l'usage du billet devient intéressant. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est vraiment l'enjeu en fait, des NFT, c'est de protéger l'auteur. Et c'est assez fou parce que le gouvernement chinois là, vient de lancer une plateforme de NFT pour tous les auteurs. Donc on peut critiquer cette dictature, on en pense qu'on en veut. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, ils sont en train de vraiment de révolutionner par la base, par la technologie, quelque chose qui sera... il va vraiment protéger tous ces auteurs. Et il y a une force, on en discutait justement avec Jürgen, si aujourd'hui l'État français faisait ça pour ses artistes, bon, bah, ce ne serait pas accepté dans tous les cas, mais en fait, il viendrait protéger vraiment ces artistes, parce qu'en gros, l'usage de NFT pour les créateurs, pour les plasticiens, pour les musiciens, c'est de pouvoir dire, c'est la paternité, c'est vraiment dire cette œuvre, c'est moi qui l'ai faite, et si vous me montrez une autre œuvre qui n'est pas de moi, bah, s'il n'y a pas de NFT, ou s'il n'y a pas la blockchain derrière, bah, je pourrais simplement vous dire, bah non, ça c'est pas de moi, ça c'est vous. Et en fait, c'est primordial quand on voit le faussaire, on se rend compte qu'en fait, il peut soit rajouter, parce qu'il n'y a pas de catalogue de données, mais il peut rajouter une œuvre dans le catalogue d'un artiste, il peut simplement faire un faux, et qu'en fait, il peut spoiler un artiste et faire chuter sa cote comme celle de César, ou en tout cas avoir un impact énorme sur la vie d'un artiste. Moi, j'ai une question. Si je fais une peinture de main, j'en fais une photo, est-ce que je peux générer un effet juste avec cette photo et certifier l'œuvre le tableau? Eh ben, c'est toute la question en fait, du digital et du physique. Donc, pouvoir le faire, ça tu vas pouvoir. Vous allez pouvoir. Dans les faits, en fait, quand vous allez vouloir vendre le NFT, qu'est-ce que vous allez vraiment vendre? Et donc c'est là où il peut y avoir tromperie, il peut y avoir complètement fraude, puisqu'en fait vous pouvez simplement avoir vendu la photo du tableau, ou avoir dit dans le NFT qu'il y avait une preuve physique derrière. Mais donc la preuve physique derrière, il faudrait pouvoir le vérifier, ça pourrait être un faux aussi. Mais donc dans l'absolu, dans les faits, et c'est ce qu'on fera demain, ce qui est marrant, c'est que je peux prendre une photo d'un Picasso et faire un NFT sur un Picasso de demain, le mettre en vente avec potentiellement un faux Picasso ou un vrai Picasso derrière, ou pas de Picasso du tout. Des plateformes aujourd'hui comme Verissa, des gens comme Jürgen, ils s'amusent parce qu'en gros, je peux très bien prendre un Damien Hirst, dire que j'ai la paternité de l'œuvre, dire que je suis Damien Hirst quand c'est possible, mais dire qu'en tout cas je suis propriétaire d'un Damien Hirst et essayer de le revendre sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, on peut prendre même une photo de sa douche et mettre un NFT dessus. Donc en fait, il n'y a aucune
Il n'y a aucun contrôle là-dessus. Et c'est pour ça que toutes les questions d'identification à l'origine, de bien dire je suis Damien Hirst, ça c'est vraiment l'enjeu de la blockchain, de dire je suis certain que la personne qui dit être qui il est, je l'ai vérifié, je le sais que c'est vrai. Et Verissa aujourd'hui, qui est le leader sur le marché, ils n'ont toujours pas en fait vraiment craqué cette solution-là. Et donc, est-ce que ça voudrait dire qu'il faudra avoir une identité numérique certifiée pour pouvoir, à un moment donné, faire la corrélation du physique et vraiment l'identité Ouais. Et c'est ce que demande maintenant, et c'est ce que Verissa notamment est en train d'évoluer là-dessus, où il faut justement, comme une banque, vérifier l'identité. Et même quand on va sur des plateformes, les Coinbase, les Binance, vous devez montrer qui vous êtes, et ils vérifient qui vous êtes. Avec des niveaux, et en fait la faille se situe là aussi. C'est-à-dire que eux, dans leur authentification, c'est facile de frauder, mais il y a des gens qui arrivent à frauder les banques. Donc en fait, si on arrive à frauder dès l'origine, ça peut créer des ennuis. Mais de toute façon, il n'y a pas de système zéro sans erreur. Le but est de les minimiser. Et la blockchain, elle vient justement apporter un maximum de solutions pour apporter de la sécurité sur un marché qui en avait besoin. Mais aujourd'hui, comme vous le disiez, on est au début. Et donc, il y a encore des erreurs, il y a encore des gens qui arrivent à se faufiler entre les lignes. J'ai une question concernant la place des experts. Donc si aujourd'hui on développe cette technologie-là, quelle est la place qu'on peut imaginer pour les experts d'art aujourd'hui? Est-ce que ça deviendrait finalement obsolète ou est-ce qu'il fait partie de ces gens qui seraient consultés pour valider l'authenticité de l'œuvre? C'est une question un peu vague, hein, mais... Non, c'est une excellente question parce qu'elle se pose aujourd'hui où les NFT ne sont pas énormément utilisés. Mais en fait, si on se projette dans 100 ans, moi j'ai l'intime conviction que ce sera vraiment la norme. Et je dis 100 ans, je pense que ce sera largement avant. Et donc, à partir du moment où on est sûr de la personne qui l'a produite, c'est-à-dire dans 100 ans, si dans 100 ans tout le monde a commencé à l'utiliser aujourd'hui, tout ce qui sortira du marché aura une traçabilité, une identité qui est certaine. Et donc, effectivement, il y aura plus d'experts, en tout cas, sur le contemporain. Et d'ailleurs, aujourd'hui, toutes les plateformes, les César, les Verissa, ils ne s'amusent pas à aller dans le passé. C'est-à-dire que le passé est trop risqué, et ce serait le cheval de Troie. Si on arrive à faire rentrer dans la machine des œuvres, des erreurs, en fait, on va perdre la confiance sur le marché qu'on est en train de développer. Et donc aujourd'hui, il ne fonctionne que sur des identités normalement qui sont vérifiées, et que sur des œuvres qui viennent directement d'artistes. Et jamais ils vont identifier des œuvres qui sont d'artistes. Ouais, ça devient un peu ma deuxième question, qui était la question du coup de l'art ancien, mais du coup, par conséquent, ça c'est pas vraiment concerné. Non, parce qu'il faut essayer tellement. En fait, on sait qu'aujourd'hui, il y a des faux Rodin, apparemment énormément, des faux César, il le dit. Et donc, en fait, si on commence à faire rentrer des faux, le système va avoir un coût, il risque de être fatal, alors que c'est pas vraiment l'avenir. Donc, il y a quand même vraiment un consensus aujourd'hui sur ce marché-là, qui est de dire qu'on ne prend que des artistes vivants dont on a vérifié l'identité. Ça ne pense pas qu'on puisse se faire passer pour un possible et que tout de suite la machine, rapidement la machine le trouve. Mais effectivement, si on commence à aller vers l'ancien, ça serait catastrophique. Mais donc dans 100 ans, on pourrait imaginer qu'il n'y ait plus d'experts, ou en tout cas que pour vraiment des experts pour l'histoire. Oui. Et à part les dessins, vous connaissez d'autres entreprises qui s'occupent de ces certifications, notamment Il y en a pas mal, donc il y a Codex Protocol, il y a Art Certificate, il y a OpenSea aussi, donc là OpenSea, on peut en parler un peu aussi. Il y a SuperArt, il y a Arrival. Je fais une petite parenthèse sur ces plateformes-là, parce que c'est assez marrant, je ne sais pas si vous avez suivi un peu ces évolutions-là. Mais donc on a commencé un peu avec le buzz, la hype des NFT, on a commencé avec ces CryptoKitties, qui étaient donc des petits chats virtuels. Bref, c'était des petits chats virtuels qu'on pouvait acheter, qui étaient uniques, donc protégés par un NFT. Donc on avait la certitude, donc créé par ça a marché, on avait la certitude que ce chat rose et bleu m'appartenait et je pouvais donc le revendre. Donc les CryptoKitties, ça fait un carton, c'est encore aujourd'hui un volume de rose, c'est colossal. Et il y a eu plein de choses qui se sont développées autour de ça. Donc on a eu CryptoPunk, on a eu la NBA Top Shop, en gros la NBA vend des bouts de vidéos, pardon. Elle vend des bouts de vidéo. Quand vous êtes propriétaire de cette vidéo, vous pouvez le revendre sur le marché à quelqu'un d'autre. Et
Et ça, c'est pareil, c'est un carton phénoménal. On a une grosse boîte française aussi qui fait des cartes panini en gros de football, peut-être en magasin aussi. Vous pouvez acheter Mbappé, il n'y a que 10 exemplaires de Mbappé. Je crois que la carte de la unique, elle vaut 200 000 €. Et encore une fois, on a la paternité, on est certain d'avoir la propriété de cette pièce-là, et on peut la vendre. Il y a des échanges de cartes, il y a des matchs de foot, il y a plus qui se font. Et ça, c'est vraiment des marchés qui sont énormes aujourd'hui. Donc ça, j'ai fait une parenthèse du coup, sur OpenSea. OpenSea, c'est une grosse plateforme qui est dédiée à la création, où en fait les artistes, c'est que du digital, hein, c'est vraiment que des œuvres digitales. Vous allez pouvoir vendre votre œuvre digitale sur OpenSea. Donc c'est comme une grosse marketplace soutenue par des certificats d'authenticité en NFT. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est le plus gros acteur. J'avais fait le chiffre, je crois que c'est 3 milliards de transactions. Oui, c'est ça, c'est 3 milliards de transactions aujourd'hui. Donc c'est vraiment des gros marchés et qui sont en croissance, c'est assez fabuleux. Et avec beaucoup de simplicité, c'est-à-dire pour en tant qu'artiste, vous pouvez aller sur OpenSea, faire une image virtuelle ou une petite vidéo et la vendre, la certifier et la vendre sur la plateforme. Donc Rarible, OpenSea, voilà, en gros, c'est les plus gros, Verisar, Codex Protocol. Je vais préciser aussi justement ce qu'ils fournissent, enfin, ce qu'ils peuvent vendre comme format numérique. Je ne sais pas si tu connais Artblock par exemple, un des premiers qui permet de lâcher sur la blockchain des programmes. Non, c'est bien. Donc ça, beaucoup de ces plateformes-là, c'est images, fixes ou vidéo. Et c'est vrai qu'on sort peu de ce cadre-là. Il y a des nouvelles, tu les feras, Artblock, qui permet en fait, c'est via processus, on sort un code JavaScript qu'ils intègrent à la blockchain. Avec le propriétaire, achète le programme. D'accord. Ouais. C'est pas mal. Et c'est vrai que les applications, c'est effectivement images, vidéo, musique, c'est tout. C'est ça. Le son, ouais. Musique et son, ouais. Mais c'est des signes souvent. C'est pas des choses qui évoluent dans le temps. Alors que cette plateforme-là, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir des programmes génératifs qui vont donc inscrire sur la blockchain et le programme et certaines valeurs qui sont choisies à au premier lancement aléatoirement, qui sont propres à la personne qui l'a acheté. Le programme donc, se régénère à chaque fois, mais avec cet enregistrement de quelques valeurs, qui au début étaient aléatoires, mais maintenant qui sont fixées par rapport à l'acheteur. D'accord. Pas mal. Et ça me fait penser au cas de Beeple aussi, je l'évoque parce que tout le monde en a entendu parler, l'usine Beeple, qui a fait une vente de 65 millions de dollars, tout le monde en parlait, avec beaucoup de critiques en fait sur cet artiste-là. Et en fait, il s'avère que c'est quelqu'un qui a créé il a fait 5000 œuvres tous les jours, donc pendant 5000 jours, il a créé une œuvre numérique. Et il en a fait un NFT, donc qui va donner la propriété de ces 5000 œuvres à une personne. Donc 65 millions de dollars, ça paraît dingue, c'est une application, mais en fait, on se rend compte qu'à la fois le travail de l'artiste, il faut aimer, c'est assez trash, c'est très gore, mais il dénonce, il a un travail d'artiste, il est consistant dans son travail, il travaille pendant 5000 jours dessus à faire un dessin, et c'est des dessins on sent qu'il y a vraiment du boulot. Et voilà, donc ça a été décliné sur le marché en disant c'est que du bidon, c'est que du faux, c'est que du digital, mais en fait c'est d'une puissance dingue, puisqu'aujourd'hui, le digital c'est la vie aussi. Il y a beaucoup de gens qui passent du temps sur des. Je ne fais pas moi, donc je suis assez peu renseigné, mais qui ont des univers digitaux où vous allez pouvoir afficher tout ce que vous avez acheté finalement dans le monde virtuel. Et donc le monde virtuel est un prolongement du monde physique dans lequel vous existez, vous avez l'existence, on parle de cupidité, vous avez envie de vous montrer, et donc en fait vous pouvez montrer aux autres que vous avez telle possession dans le monde virtuel. Mais ça soulève aussi la question, enfin, aujourd'hui, des intermédiaires, parce que là, l'artiste vient directement vendre à l'acheteur, et donc il y a moins d'intermédiaires aussi, et donc ça veut dire aussi peut-être des questions, peut-être pas là, mais des questions d'accessibilité au niveau tarif de l'œuvre aussi. C'est-à-dire que comme il y a moins d'intermédiaires, à un moment, l'œuvre en fait aussi moins chère. Ça ne veut pas dire qu'elle a des valeurs, mais voilà, elle est peut-être plus accessible aussi. Tout à fait. Et c'est ce qui est aussi très beau dans ces NFT ou dans cette blockchain, c'est qu'en fait, c'est vraiment de la démocratisation. C'est que tout le monde, équipé d'un ordi de créativité, peut être sur le marché, être reconnu en tant qu'artiste. Donc ça, c'est... Et ça soulève aussi des grandes questions. Alors ça soulève des questions. Ça soulève des questions. C'est ça que sur le prix, on pourrait imaginer que ça vienne faire baisser le prix.
Quoique, on se rend compte aujourd'hui que l'art, il y a plein, la majorité ne coûte pas très cher en fait. Il y a plein d'initiatives même dans le Nord ici où on peut acheter des œuvres d'art pour 50, 100 euros. Alors que je faisais encore un tour tout à l'heure sur OpenSea, en fait, même la moindre œuvre digitale, c'est vite cher en fait. Aujourd'hui, Ethereum, qui est la plateforme la plus utilisée pour faire des NFT, en gros, le coût de la création de NFT, à un moment, il a explosé, on était passé à plus de 100 $. Donc en fait, on ne pouvait même pas vendre une œuvre d'art en NFT à moins de 100 $. Puisqu'en fait, avec l'artiste devait payer 100 $ pour l'authentifier. Ils sont en train de résoudre ça, mais bon, je n'ai pas l'impression que ça. Ou ils ne vont pas le résoudre sur Ethereum, je pense que ça va saturer. Peut-être qu'ils y arriveront, mais en tout cas, on sait que ce sera toujours cher. Et bon, après, c'est personnel, mais c'est vrai qu'avoir une œuvre digitale à 100 $. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui les process, très rapidement, on va rentrer dans les détails techniques, mais je suis un artiste, quelles sont les étapes pour pouvoir à un moment simplifier mon œuvre numérique et voilà, est-ce que je peux la faire tout seul, est-ce que je passe par une entreprise, est-ce que... Alors, c'est très simple. Donc en gros, déjà, c'est créer l'œuvre digitale, donc ça en JPEG, point .ali, peu importe. Et donc, une fois qu'on a son œuvre digitale, il faut absolument se créer un wallet. Ça, c'est obligatoire. Donc, un wallet étant un endroit où vous allez pouvoir conserver dans un endroit sécurisé. C'est plus de la blockchain aussi, c'est la sécurité. Donc, le wallet est indépendant. Donc, vous allez pouvoir conserver vos NFT, vos bitcoins, vos cryptos en tout genre. Et donc, déjà, il faut un wallet pour pouvoir stocker le NFT que vous avez créé. Donc, première étape, c'est de créer un wallet. C'est simple, c'est pareil, ça se fait en très peu de temps. Une fois que vous avez créé votre wallet, vous allez pouvoir uploader votre JPEG sur une plateforme, puis créer le NFT. Ce NFT, une fois qu'il est créé, c'est pareil, techniquement c'est facile, hein, c'est vous donner les caractéristiques. Eux s'occupent de générer le code, forcément. C'est pas à vous de créer le code. Donc c'est des entreprises qui le font pour vous. OpenSea le fait, bref, il y a plein de sociétés qui le font. Rarible le fait. Toutes les plateformes, en gros, aujourd'hui, qui sont marketplace, créent le NFT pour vous et font le code pour vous. Donc une fois que vous avez créé votre NFT, vous avez votre wallet, vous avez créé votre NFT, vous avez finalement plus qu'à le mettre dans votre wallet, il est sécurisé et ça ne bouge plus. Après, on a ce qu'on appelle le lazy minting, qui est en gros de dire je vais décaler la transformation de la création de NFT pour justement que ça ne coûte pas cher. Donc en gros, vous pouvez le stocker dans votre wallet avant de le vendre. Et vous allez vraiment payer la transaction qu'une fois qu'il aura été vendu. Donc ça, c'est un moyen de payer un peu moins cher tout de suite, finalement de payer quand vous allez vendre. C'est la logique de ça. Mais sinon, c'est donc tout ça, tout simplement wallet, création du NFT, mettre le NFT dans votre wallet, et après, potentiellement, le mettre sur le marché. Une petite parenthèse par rapport sur l'aspect financier. Chaque transaction coûte. Effectivement. C'est-à-dire que dans la blockchain, dès qu'on écrit dans la blockchain, ça coûte de l'argent. Puisque dès qu'on écrit dans la blockchain, il y a des gens qui sont rémunérés pour valider. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a toujours, une fois que c'est écrit dans la blockchain, il y a toujours des gens qui valident l'information. Et donc à chaque fois qu'il y a des gens qui valident l'information, ça coûte de l'argent. Alors on parle aussi des coûts d'électricité, on parle du coût des mineurs. Et la blockchain, effectivement, coûte de plus en plus cher. Il y a eu une inflation là, récemment colossale sur la blockchain, qui pour des gens comme Verissart, en fait, leur business model où ils vendaient un certificat, je ne sais pas, 50 €, en fait, la transaction, elle valait 100 €. Donc, en fait, à un moment, ça leur coûtait plus cher. Dès qu'ils faisaient une vente, ils perdaient de l'argent. Donc, ça, c'est des modèles qui sont, on est vraiment, ça c'était il y a quelques mois. Donc, ça, c'est encore des choses qui sont compliquées aujourd'hui. Donc, les plateformes, des gens comme Verissart, comme Cisa, se retournent vers d'autres plateformes qui sont moins chères. On parlait de Solana, on parlait de Tezos. Donc, il y a d'autres solutions qui existent qui sont moins chères. Mais en fait, la question se repose toujours, puisqu'on parle toujours, c'est le trilemme de la blockchain, c'est scalabilité. Donc, dès qu'en fait, on va monter en charge, et ben, on se doute que les prix vont monter. Et donc, qui va pouvoir répondre à cette question-là, monter en charge, sans faire augmenter les prix de manière démesurée. Je ne sais pas si c'était ce point-là que vous vouliez. Ça, c'est le problème. Enfin, en bas, mais en haut, qui s'est constitué des fortunes avec ça? Ben, monsieur, justement. Je ne parle pas des acteurs, mais des gens qui mettent en place des protocoles, qui ne sont pas sur les mineurs qui gagnent le plus d'argent, ou alors leur nom est mal choisi. Le mot est clairement mal choisi, parce qu'il y a des mineurs qui sont richissimes. Richissimes. Il y a plein de... Il y a notamment un sujet où quand on lance un bitcoin, en gros, quand on lance une crypto-monnaie, on va offrir des crypto-monnaies
à plein de gens, et notamment à des mineurs, pour la diffuser, pour commencer à en faire sa promotion. Mais en fait, il y a des gens qui ont récupéré, je sais pas, 100 Ethereum pour rien. Et aujourd'hui, ça vaut... donc, je sais pas s'ils sont millionnaires, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont mis en blockchain très tôt et qui ont gagné beaucoup d'argent. Maintenant, quand vous parlez là-dessus, Non, je me demandais, parmi les concepteurs, parmi les... voilà, comme ça, c'est parmi tout seul en place de Mais ça, c'est l'histoire du c'est vraiment la décentralisation de la communauté. Oui, c'est pas une personne qui, parce qu'elle a inventé tous les droits descendants sur ce qu'elle a inventé, c'est une quantité de personnes qui ensemble sont passées. Mais comme il y a des gens qui passent leur temps à produire des choses, pour apprendre des choses totalement gratuitement, sans rétribution derrière, des fois c'est juste par la volonté de changer le monde, que voilà, on arrive à l'échelle sur un système un peu plus horizontal, qui crée des problèmes de gouvernance aussi, que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais là, c'est les premiers à avoir investi du travail, du temps, de l'élaboration de ces. Mais dans l'élaboration de cette technique-là, de ce nouveau process et d'échange de valeur et d'inscription de propriété, qui bien sûr maintenant en profite. Mais ils profitent du labeur qu'ils ont donné à la base pour eux. Et ce niveau. Le sens de la question, c'est juste qui gagne beaucoup d'argent. C'est ça que je dis ça, parce que là, j'ai l'impression que depuis le début, on est. parce qu'il y a écrit. Il se trouve que moi, j'ai travaillé pour une boîte pour une nouvelle crypto-monnaie, voilà, pour une pub. Et donc, d'un seul coup, c'est beaucoup d'argent qui passait, et ça venait de Singapour. Voilà, enfin, c'était assez facile en traçant de se dire les gens qui sont là ne sont pas des philanthropes, quoi. C'est des gens qui veulent gagner beaucoup d'argent. Donc, ce que je me demandais, c'est, parce que vous dites $100 pour lancer le protocole sur une œuvre, et effectivement, $100 par œuvre, ça va tout de suite faire des millions, des dizaines, des centaines de millions de dollars. Donc, qui les gagne? Ben oui, qui les gagne, parce que si les artistes payent $100 pour la certification d'une œuvre, c'est que l'œuvre coûte effectivement au moins $100. Donc, qui a décidé que ça valait $100? C'est pour ça que moi, je ne crois pas pour autant d'une seconde à la disparition des experts, des critiques, et ainsi de suite. Et donc, ce que j'essaie de comprendre, c'est l'impulsion qui fait qu'au bout d'un moment, s'il y a déjà plusieurs plateformes, il y a déjà plusieurs façons de certifier et de garantir, pour autant, on sait bien qu'il va s'en créer d'autres. Voilà, il y a d'autres sociétés qui vont apparaître et qui vont dire non, mais moi aussi, je peux faire la même chose. Alors, elles vont sans doute s'avaler, se racheter les unes les autres, il va y avoir des gros, il va y avoir. Bon, même si je conçois bien cette notion d'horizontalité, mais finalement, cette horizontalité, elle ne va pas créer aussi des. Enfin, elle ne va pas créer des tas de reliefs où on va avoir des sociétés qui vont se spécialiser finalement dans la certification. Ouais, la certification d'œuvres qui n'auront aucune valeur, et puis il y aura des très grosses boîtes qui vont s'occuper voilà. Il y a deux choses dans la question, parce qu'à l'époque, effectivement, quand Satoshi Nakamoto, en 2008, crée la première blockchain, en gros, vraiment, il y a cette idée en lui de décentralisation. C'est plutôt quelqu'un qui est populaire dans son idée de faire participer les autres. Et c'est encore aujourd'hui le but de la blockchain. C'est plutôt quelque chose de démocratique, de populaire, plus que concentrer le pouvoir et l'argent dans une seule main. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des dérives, il y a des gens. Aujourd'hui, si vous aviez 2 millions sur votre compte et que vous aviez moins de risque à mettre 10 000 € dans la Bitcoin en 2009, juste après sa sortie, bah, c'est sûr que vous étiez beaucoup plus riche que ceux qui n'avaient pas l'accès. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question, mais finalement c'est toujours le même enjeu. Si vous avez de l'argent, vous allez pouvoir investir dans des produits, prendre plus de risques et gagner plus d'argent. Il y a autre chose dans votre question, c'est les plateformes qui sont derrière. Quand on achète du Bitcoin ou quand on va sur OpenSea ou des choses comme ça, ils vous disent tout de suite, ils vous disent que dans les transactions, il y a une partie qui va au minage. Et donc on le sait, et en fait c'est la majeure partie. Après c'est leur commission, et on sait aussi la commission qu'ils prennent. Mais en gros, sur une transaction à $100, je ne sais pas, il y a $10, il y a $5 ou même $6 qui vont aller au mineur, à l'électricité d'exploitation, et $4 à la plateforme. Donc il y a vraiment des gens qui sont payés derrière pour faire fonctionner la machine, et le système décentralisé, il fait que c'est beaucoup d'individus. Donc il y a quand même un vrai, pour moi en tout cas, une vraie notion de partage, c'est un peu utopiste, mais candide, mais je crois que vraiment c'est quand même ancré dans la blockchain
de se dire que justement ça ne profite pas toujours au même, même si bien sûr, donc on a l'argent. Et puis il faut découvrir ce que c'est, parce que là aujourd'hui, c'est un grain de sable, en fait, on parle de blockchain et NFT, mais à l'origine, le protocole qui a été inventé, c'est qu'un protocole d'échange, comme un langage. Maintenant, avec ce langage, on peut écrire, on peut chanter, on peut parler, on peut chanter, et c'est les services qui vont être derrière. Donc aujourd'hui, chaque monnaie qui est réinventée peut très vite disparaître, mais c'est aussi des projets. Et là aujourd'hui, grâce à la blockchain, le protocole, ça va aussi permettre plein de nouveaux services qui vont se greffer à ce protocole qu'on n'existait pas aujourd'hui, donc beaucoup de services de décentralisation. Oui. Voilà. Complètement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parle de gouvernance, je parlais de justement rendre le pouvoir au peuple, parce que pour moi, une des beautés de la blockchain, c'est de se dire qu'en fait, on va rendre les gens citoyens un peu plus qu'aujourd'hui. Quand on voit les taux d'abstention, en fait, on peut se dire que dans la gouvernance, en fait, on va pouvoir créer des programmes où on va redonner le pouvoir à ceux qui ça intéresse. Malheureusement, il y aura toujours des gens qui ne seront pas concernés, mais dans cette blockchain, il y a toujours cette idée de décentralisation et donc, pour moi, d'inclusion. Plus que justement, tous les systèmes centralisés, en fait, ils finissent toujours par profiter à quelqu'un. Dans un système décentralisé, on peut imaginer que c'est une forme de réponse justement à un capitalisme fou. Donc, en tout cas, moi j'y crois vraiment. Et c'est marrant comme attaque parce que c'est assez rare, parce que c'est vraiment la décentralisation, c'est ce qui fait la force de la blockchain. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on prend beaucoup les aspects financiers des monnaies. Et c'est pas que la monnaie. Aujourd'hui, ce protocole est utilisé pour inventer des monnaies parce que c'est un livre blanc qui explique comment utiliser ce protocole. Et donc, moi, si demain je veux faire une monnaie, je reprends l'algorithme, c'est un algorithme, je peux développer ma monnaie avec ça. Et c'est toutes ces branches, voilà, il y a le Bitcoin, et de là, il y a eu plein de dérives, enfin plein de branches, pas de dérives, mais plein de branches. Mais il y a plein d'autres choses derrière. Complètement. Et c'est pour ça que les smart contracts, j'ai évoqué tout à l'heure, ça pourra peut-être substituer les notaires à terme. C'est-à-dire qu'on va pouvoir certifier, s'auto-certifier entre nous, ou voilà, à un moment trouver de la propriété, déclencher les actions, et ce sera écrit dans le programme. Donc ce sera programmé à l'avance, et on pourra déclencher les actions en fonction d'une action qui sera survenue, une vente, ou peu importe. Et c'est colossal, et encore une fois, c'est colossal parce que ça ne va pas retourner chez les notaires, ça va être décentralisé à nous. Et donc en fait, ça peut être terrible, ça peut être des pertes de pan de l'économie complet, mais à la fois, ça redonne le pouvoir à l'argent. Mais ça, moi, je ne pleurerai pas sur la disparition des notaires. Je ne suis pas sûr de voir vraiment la différence entre un mineur et un notaire. Je ne suis pas sûr. Là, je comprends bien la notion d'horizontalité et tout ça, mais en même temps, les mineurs représenteront toujours une infime partie de la population. Ah oui, non, parce que là, c'est pas pareil. Ouais. Parce que le mineur, en fait, c'est le travailleur de la blockchain. C'est simplement que ça. C'est quand même lui qui garantit, vous avez dit, par des documents. Non, j'avais un, on a plusieurs. Ils sont très nombreux. Donc voilà, pour tester ça, pour qu'il y en ait un seul qui en profite, c'est quasiment pas. Il y a des restaurants, des monnaies, des données. Quand l'humain veut. Oui, mais il y a des mauvais intérêts des notaires, et à un moment donné, ils restent tous sur le marché. Alors que là, les mauvais mineurs, à un moment donné, ils sont éliminés automatiquement parce qu'ils n'ont plus la puissance, on va dire comme ça. Et que là aussi, ça devient de plus en plus compliqué quand ça avance de miner. Et donc, il y aura que les bons mineurs qui vont pouvoir miner, et c'est pour ça qu'ils sont récompensés aussi. Au tout début, tout le monde pouvait miner avec un ordinateur, tu mettais le programme, tu aidais, tu participais. Aujourd'hui, il faut des puissances de calcul un peu plus évoluées pour participer et recevoir une rémunération. Ce qui d'ailleurs est, pour le coup, ce qui est catastrophique en termes de décentralisation. Voilà. Parce qu'en fait, on est en train de redonner le pouvoir aux riches. En fait. Voilà. Et de redire, bah, si tu as de l'argent, tu achètes du matos. C'est pas ce que je veux dire, mais bon. Mais au fond, mais c'est que le protocole, donc en fait, ils injectent à un moment, mais comme c'est leur job, donc ils injectent dans le matériel, dans les services, dans l'électricité. Donc voilà. Mais par contre, derrière ça, il y a plein de services qui se développent, et les services qui se développent, là aussi, c'est comme aujourd'hui, on fait appel à un expert, on paye, et ben là, il y aura aussi des services qu'on a proposés numériquement, donc on va les payer. Mais c'est aussi peut-être l'ouverture, peut-être aussi des marchés de certification. Tout à fait. Qui était un peu centralisé. Complètement. Pour leur aussi. Et en fait, l'idée de la blockchain, c'est de décentraliser, c'est de plus utiliser des tiers. En fait. Donc ça peut s'appliquer, pour l'instant, les applications, elles sont super restreintes, mais en gros, ça peut s'appliquer
à énormément de pans de l'économie où on a un organe central qui valide, on parle des notaires, on peut parler de la justice, la justice on en parle aussi dans la blockchain. Bon bref, il y a plein de sujets aujourd'hui, c'est balbutiement, ça n'a aucune application. Mais en tout cas, il y a plein de sujets qui peuvent être, qui peuvent bénéficier, parce que pour moi c'est un vrai bénéfice, de cette blockchain et de cette décentralisation du pouvoir. C'est quoi, voilà, qu'il y a potentiellement moins de soucis de parti pris dans un algorithme et dans une communauté que dans quelques personnes qui détiennent, les notaires, les patrons de banque, qui détiennent voilà, les moyens de ou certifier une valeur ou un nom. Mais on peut aussi, et c'est malheureusement, par exemple, l'ordinateur quantique, hein, c'est potentiellement ce genre d'outils qui permettent un calcul énorme et très rapide, il y aurait une petite chance malheureusement qui puisse justement corrompre ce genre de choses. Sans faire de politique, il y a un exemple qui est tombé il y a pas longtemps, sans parler de politique, mais en disant l'exemple. C'est pas ça, Non, mais par exemple, le vote chez les écologistes qui ont mis en place un dispositif où il fallait payer, s'inscrire en ligne, payer 2 € et à un moment donné, pouvoir être identifié et pouvoir voter. Sauf que dans leur dispositif, pour certifier l'individu qui était connecté derrière, ils ont simplement pris son numéro de carte bleue. Là, déjà, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, les numéros de carte bleue, à un moment donné, même si elles sont uniques, le début et la fin sont communs à certaines personnes, suivant les banques, suivant c'est un codage. Si ça avait été certifié par blockchain, chaque individu aurait eu un identifiant unique. Voilà, rien que ça. Sans rentrer dans le détail technique. C'est-à-dire que tout le monde aurait pu voter en se certifiant avec la blockchain et non pas avec sa carte bleue. Et alors, du coup, ils ont invalidé les votes. Non, du coup, les 300, je ne sais plus, je crois que c'est plus de 300 personnes, ont été refusés pour voter et ils se sont excusés et dit que voilà, c'était leur dispositif qui n'était pas. Limite technologique. Ouais. Mais c'est pour ça que moi je crois beaucoup à une identité virtuelle. Il y a beaucoup de sociétés aussi qui sont là-dedans, qui sont dans, encore une fois, le ZKP, le Zero Knowledge Proof, dire je suis bien un tel et j'ai un organe qui peut le prouver, mais je ne vous dis pas qui je suis. Et ça, c'est magnifique, parce que justement en politique, c'est très précieux. On pourra utiliser notre identité virtuelle, en être certain, et que les sociétés en face ou la famille, les tiers ou les autres vont certifier, oui, il y a X personnes qui certifient que c'est bien. Exactement. Et ça, les applications, elles sont dingues. Ça évite les fraudes, donc ça pourrait éviter les fraudes. Il y a un travail colossal là-dessus, mais à terme, je crois beaucoup à ça. Parce qu'en fait, ce sera très simple. Tous les gens qui voudront avoir une identité exister en tant que citoyen ou sur la place publique, eh ben, ils auront leur identité, elle sera validée. Et tous ceux qui ne voudront pas, ils seront un peu à la marge sur certains systèmes. Ils pourront très bien choisir pour être très heureux, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, ceux qui voudront s'authentifier et prouver leur identité, on aura un système très simple. Le style de la carte d'identité aujourd'hui, mais qui pourrait être très vite connecté à ça et on aurait une identité réellement unique. Oui, la carte d'identité aujourd'hui, c'est un peu comme le certificat d'identité papier. Avec des papiers en filigrane, avec des tentatives de puces électroniques. Et effectivement, la blockchain résout, en tout cas, apporte plus de sécurité, parce qu'il n'y a jamais c'est jamais parfait, mais apporte plus de sécurité. Est-ce que c'est vrai que TikTok va bientôt racheter une réalité pour ses créateurs? Que TikTok va bientôt transformer ses créateurs en créateurs rémunérés. Donc considérer ces créations comme des NFT et les rémunérer en tant que tels. Je ne sais pas, je ne suis pas trop. C'est un projet qui n'est pas encore dans le. Et en même temps, ça pourrait être tout à fait logique. Si le NFT est pas cher, de dire chaque production de vidéos sur la plateforme TikTok, il lui colle un NFT, et d'ailleurs les Chinois vont faire un place là-dessus, parce qu'ils ont cette politique-là de protéger le droit d'auteur et de le faire à très grande échelle. Ils ont la capacité financière à le porter, donc ils pourraient très bien effectivement faire ça. L'intérêt, c'est le nouveau tout de suite, effectivement, c'est de protéger les auteurs eux-mêmes, de créer de la valeur sur ce marché-là, sur cette plateforme, d'être indépendable finalement. Parce qu'on transforme ce genre de métier qu'on vend après, si ça n'a pas l'intérêt, ça n'a pas l'intérêt. C'est ça.
Mais c'est pour ça que c'est assez marrant d'aller sur des plateformes comme OpenSea ou Rarible, où en fait on peut s'apercevoir qu'il y a des milliers de gens aujourd'hui qui ont mis des NFT, en pensant peut-être faire un jackpot ou gagner de l'argent. En fait, les NFT, aujourd'hui, à 50 $ qui traînent sur le réseau, il y en a des milliers. Et même dans le marché physique, normalement sur le marché d'art, on se dit, bah tiens, je vais vendre, je sais pas, un objet, peu importe l'artiste contemporain, parce qu'il existait quand même qui soit de son vivant, on va lui mettre un NFT, ça va prendre de la valeur. Le pire, c'est que ça marchait. C'est qu'il y a eu des gens comme Shepard Fairey, Obey, qui est connu, qui a sorti une œuvre en NFT, elle a pris plus de valeur qu'une œuvre physique. Mais c'est juste parce qu'en face, il y avait un acheteur qui n'avait pas bien compris ce qu'il achetait. Et il y en a énormément, des NFT qui sont collés à rien et qui n'ont pas de valeur. Alors, une petite question. Créer des NFT, on saurait le faire, mais ensuite, comment se faire connaître avec ces NFT? Mais c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu, et il y a le collectif Obvious, ça vous parle, Obvious, ils ont été assez connus, ils avaient fait une des premières ventes d'art numérique, ils ont fait la famille Bellamy, où en fait c'était un ordinateur qui s'amusait avec un algorithme à prendre des centaines de milliers de portraits sur l'histoire et à créer une famille de 12 personnes. Bref, et donc c'est lui qui dit en fait faire un NFT, oui ils sont connus maintenant, mais en fait faire un NFT, la seule difficulté du NFT, et c'est comme la seule difficulté de l'artiste aujourd'hui, c'est de se faire connaître. Donc il faut le promouvoir, il faut en parler, il faut se faire connaître par tous les moyens. Et donc c'est une excellente question, parce que la réalité aujourd'hui c'est ça, c'est que l'artiste il peut créer un NFT, il y a peut-être 20 artistes qui ont créé des NFT de premiers qui se sont fait connaître juste parce qu'ils créent des NFT, mais au final ce qui reste, c'est quand même le travail de l'artiste. Et sa promotion, sa façon de pouvoir parler. Mais le rayonnement d'aujourd'hui est beaucoup plus important sur les plateformes, sur ces plateformes-là, que le rayonnement local ou national. Bah, tu es aussi personnaliste. Ah oui, mais en même temps, c'est noyé dans une masse de contenu parce qu'il y a des artistes qui génèrent des centaines à travers leur algorithme, qui génèrent des centaines de NFT. C'est-à-dire des petites variations sur une œuvre, c'est-à-dire que ça peut être un changement de couleur, un changement de fond, un changement de quelque chose, mais ils minent et ils créent des NFT, des centaines. Donc ça peut être noyé dans une mer de trucs. Justement, beaucoup de plateformes ont choisi de sélectionner les artistes et prennent pas tout le monde. Aussi, ça prend n'importe qui. Super Rare, Rarible, non, Rarible, c'est on rentre aussi comment on veut parler de Super Rare, No Origin aussi, font des appels à artistes tous les ans, quasiment, et nous font rentrer une petite partie, et s'occupent de leur promotion. Donc ils mettent dans leur première page, ils font passer certains artistes qui vendent bien pour justement faire la promotion, mais comme on le disait, c'est être sur Twitter, c'est avoir les Discord, et c'est passer son temps à faire notre promotion d'un galeriste normalement. C'est ce qui est exactement ça. Voilà ce qu'on appelle, on fait le boulot du galeriste ou la plateforme, on choisit, fait ce travail-là aussi. Et on vient remettre le marché physique dans le digital. Et en fait, effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Perrotin? Il prend les meilleurs, les plus connus, ceux qui ont le plus de followers, et il les met sur le marché, et il met son tampon dessus. Et en fait, les plateformes aujourd'hui, c'est ce qu'elles font de la curation, elles vont chercher les meilleurs artistes qui produisent des NFT. Et donc la guerre, finalement, pour entre artistes, elle devient un peu la même. C'est plus la même plateforme, on peut sur le même terrain, mais au fond, le but, c'est d'être visible, d'être vu, de faire du buzz. Dans le smart contract, est-ce qu'il y a moyen, ou bien est-ce qu'il faut être codeur pour créer son propre smart contract, ou bien est-ce qu'il y a moyen d'employer des gens qui savent écrire du code pour mettre dans le smart contract des termes et des conditions que l'artiste veut? Et il faut effectivement être technique pour le faire, mais il faut vite envoyer des gens pour le faire à une place, pour écrire ce que vous souhaitez écrire. Et on met dans les possibilités, pour donner un exemple, on peut écrire par exemple un droit de suite à 30%. Donc c'est que chaque personne qui va revendre votre œuvre, vous en tant qu'artiste, vous allez toucher 30%. Donc après, dans votre smart contract, vous allez peut-être mettre des choses qui font que ça ne va pas se vendre, à cause des clauses, mais en tout cas, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Voire même l'impossibilité de vendre pendant X années. Et ce qui sont des choses passionnantes, en fait, parce qu'on va pouvoir créer un contrat intelligent, c'est le mot, et c'est pas du tout ce que ça représente. Nous, on va pouvoir proposer un deal avec l'acheteur dans le temps, en donnant des clauses, en donnant des contreparties en fait, entre l'artiste et l'acheteur. Ce qui est génial, c'est qu'il y a finalement un artiste. C'est vrai qu'on a évoqué la gouvernance tout à l'heure, la décentralisation. Déjà utiliser une plateforme pour créer son NFT, on revient sur la centralisation. Il vaut mieux aller trouver un codeur qui sait faire un smart contract. Il ne pourra pas n'importe quelle blockchain, il pourra l'envoyer à la blockchain. Et là, on continue à le décentraliser. Sinon, ça va
toutes ces plateformes, on dérive un peu du principe initial. Ouais, et ça, je réfléchissais, je me posais vraiment la question comment s'en sortir. Parce qu'en fait, après, ça devient facile de travail. Donc, c'est comme si on ne voulait pas faire construire sa maison par quelqu'un, on va le faire soi-même. Donc, en fait, on met 15 ans à faire sa maison, alors que ça aurait pu le faire un an. C'est peu de campement public, de toute façon. C'est ça, il y a un côté radical en fait dans la blockchain, où parfois, du coup, on vous donne des informations qui sont de ce type, de dire, je pense à Coinbase. Coinbase, c'est la plus grosse, avec Binance, c'est la plus grosse plateforme de crypto-monnaie. Et on vous dit, ne mettez surtout pas votre wallet. Donc là où sont conservées votre crypto-monnaie, ne la mettez pas chez Coinbase. Parce qu'en fait, déjà, c'est pas décentralisé. Vous donnez le pouvoir aux mêmes personnes qui vous l'ont rendu. Et en plus, c'est pas sécurisé. Mais donc, je trouve que ça devient. C'est un peu la folie de cette blockchain aussi. C'est qu'en fait, dans ce purisme, dans cet absolu vers la décentralisation, en fait, on ne fait plus confiance à personne. Et je trouve que c'est une limite aussi. Même si c'est le but, c'est quand même. Sinon, on va avoir des failles pour financer des complètes. Oui. Voilà. Et ça cartonne, en fait. Ah oui, là, ça s'impressionne. Mais c'est un peu Far West aussi. Je voulais la sécurité pour soi, de ses biens, de ce qu'on a, alors de ses valeurs, ou faire totalement confiance à l'échange communautaire, c'est-à-dire que c'est les communautés qui doivent certifier. Voilà. Justement, tu avais parlé de la preuve au travail, pas beaucoup de la preuve d'enjeu. Justement, ça aussi, sur la preuve d'enjeu. Ouais, ça joue. Donc en gros, preuve de travail, c'est effectivement résoudre des équations mathématiques. Preuve d'enjeu, c'est que vous allez avoir une certaine quantité de la crypto, par exemple, qui va vous permettre de dire que si vous validez mal, vous allez perdre une certaine partie. Vous êtes engagé dans la valeur aussi de cette crypto. Et donc c'est un autre système de validation. C'est-à-dire que vous n'allez pas devoir engendrer des calculs gigantesques et donc une consommation d'électricité gigantesque. C'est plus parce que vous mettez en jeu avec votre possession, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup d'Ethereum, et donc si vous perdez, si vous faites une erreur, on va vous piquer vos numéros. Et ça marche bien. Il y a aussi d'autres questions qui se posent, à savoir c'est toujours une question d'argent. C'est-à-dire que si je vais valider un contrat qui m'en fait gagner plus que ce que j'ai mis en jeu, donc, mais bon, ça je pense que c'est une bonne solution aussi, notamment pour l'écologie. C'est une dernière question. Et le courant électrique disparaît à un moment donné sous le blockchain est fini, non? Effectivement, pas de blague, ça aussi. On revient en papier. Les petits qui la carte bleue. J'allais dire. Moi, je les connais. C'est voilà, quand on a plus la carte bleue, comment tu les. Plus rien, plus aucun distributeur. Super. Merci beaucoup. Merci. Et oui, je vais peut-être tout ça pour demain. Je sais pas comment.